Bonjour à toutes et à tous. Alors voici l'enregistrement de notre deuxième séance du chapitre 1, notion de base, du thème cristallographie. Alors, où on en était arrivé la dernière fois? En fait, on en était arrivé à ce qu'on pourrait appeler une carte d'identité de cristal. C'est-à-dire que un cristal est constitué de mailles, c'est-à-dire la plus petite structure tridimensionnelle, que l'on peut répéter de manière périodique, on va dire à l'infini, pour former le cristal en entier. Donc, décrire une maille cristalline, c'est décrire le cristal. Une maille est donc une entité tridimensionnelle, plus précisément un polyèdre, défini par 6 paramètres, A, B, C, alpha, bêta, gamma, donc les angles entre ces différentes arêtes. Une fois que vous avez ces 6 paramètres, eh bien, vous pouvez calculer le volume de cette maille. Nous pouvons compter le nombre de motifs qu'on peut trouver sur cette maille et que nous appelons la multiplicité. Nous pouvons compter la masse volumique de cette maille, la compacité de cette maille et la coordinance de chacun des motifs de la maille. Donc ceci, nous l'avons vu lors de notre première séance. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est combien y a-t-il de possibilités? C'est-à-dire combien pouvons-nous avoir de polyèdres fondamentaux avec ces 6 paramètres ABC, alpha, bêta, gamma? En fait, nous en avons 7, qu'on appelle les 7 systèmes cristallins, qui sont présentés ici devant vous. On prend par exemple le premier, qui est le plus simple, c'est le système cubique. Lorsque A égale à B égale à C, que alpha égale à bêta égale à 90 degrés. Par exemple, vous avez le système hexagonal. Cette fois-ci, c'est lorsque vous avez A égale à B différent de C, alpha égale à bêta égale à 90 degrés, mais gamma égale à 120 degrés, etc. Donc vous pouvez les lire tous les 7 tranquillement. Je ne présenterai et ne parlerai que de ces 2 systèmes cristallins qui sont dans votre programme, le cubique et l'hexagonal. Alors, si vous regardez bien, à part ces mailles dans lesquelles vous voyez les motifs en bleu, nous avons d'autres mailles. Pour un système cubique, donc alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90 degrés et A égale à B égale à C, vous pouvez trouver le mode du réseau P lorsque les motifs n'occupent que les sommets, mais aussi un autre mode du réseau pour le même système cubique lorsque vous avez un motif à l'intérieur. On dit que c'est le mode I. Et encore un autre mode du réseau lorsque, à part les motifs que vous avez au sommet, vous avez des motifs dans les centres de toutes les faces. On dit que nous sommes face au mode F, c'est-à-dire face centrée. Donc, vous voyez que dans le système cubique, on peut avoir 3 modes de réseau, le mode P, I et F. Par contre, pour l'hexagonal, vous voyez que vous n'avez qu'un seul mode, qui est le mode P. Je ne parlerai pas d'un 4e mode qu'on aurait pu avoir, qui est le mode C, lorsque uniquement 2 faces ou 2 bases sont occupées par des motifs, puisque nous n'avons pas ce cas ni dans le cubique ni dans l'hexagonal qui sont dans le programme. Donc pour résumer, nous avons 7 systèmes cristallins, mais 14 modes ou réseaux de brevets, 14 réseaux de brevets, parce que pour un système cristallin, on peut avoir 1, 2, 3 ou 4 modes différents. Donc au programme, nous avons 2 systèmes cristallins
et 4 réseaux. Bien. Alors, nous l'avons dit, donc nos motifs vont occuper des nœuds, mais nous allons pouvoir répéter à l'infini ces motifs pour avoir tout le cristal. Alors, un nœud, c'est quoi? Eh bien, c'est un point de coordonnées, par exemple UVW. L'écriture est ici importante, de préférence entre parenthèses avec des virgules entre UV et W. Les parenthèses, on va dire qu'elles sont facultatives. Bon, moi je préfère qu'on les mette, mais les virgules, ça c'est nécessaire de les mettre. Par exemple, si je vous dis de positionner le nœud, un motif sur le nœud 1, 1, 1, eh bien c'est très simple. Si vous avez votre origine, eh bien voici la position de ce motif. Les motifs sont aussi positionnés ou organisés selon des rangées, comme vous dans une classe. Donc, une rangée est constituée au moins de 2 motifs, donc c'est-à-dire pour 2 motifs, nous pouvons définir une rangée. S'écrit la rangée. Cette fois-ci, on va l'écrire avec des crochets. UVW sans rien entre eux de préférence. Alors certaines écritures permettent les virgules, bon après W il n'y en a pas, mais les crochets sont nécessaires pour dire que nous sommes face à une rangée UVW, pour nommer la rangée. UVW sont des nombres entiers premiers entre eux. Alors par exemple, si je veux tracer la rangée 1, 1, 1, comment je fais alors qu'une rangée c'est une droite qui doit passer par 2 points? Eh bien, bien évidemment, elle va passer par le nœud 1, 1, 1 et par l'origine. Donc, l'origine et le nœud 1, 1, 1, vous avez là votre rangée 1, 1, 1. Cette rangée est la rangée mère parce qu'elle passe par l'origine et elle va donner naissance à des filles parce que vous aurez les rangées parallèles et de même distance, donc équidistantes entre elles, eh bien, appartiennent à la même famille de rangées 1, 1, 1. Par exemple, si je veux tracer la fille, je vais avoir besoin de la maille qui est en avant, hein, pour pouvoir tracer la fille qui va passer par l'origine de cette nouvelle maille et par le point, le nœud 1, 1, 1. Si l'origine, je prends l'origine, c'est cette nouvelle maille. Donc vous avez une autre rangée qui appartient toujours à la même famille. 1, 1, 1. Bien. Les nœuds ou les motifs vont aussi être positionnés selon des plans, puisque 3 nœuds, si vous avez des motifs dessus, donc 3 motifs, vont pouvoir former un plan. Ces plans s'appellent les plans réticulaires et ils sont donnés par les indices de Muller. H, K, L. Qu'est-ce que c'est que ces indices de Muller? Ils vont nous permettre de positionner les 3 nœuds qui vont former notre plan. De quelle manière? Alors, pour tracer un plan, j'ai besoin de positionner le point A, le nœud A, si vous voulez, B et C. Et en reliant ces 3 nœuds, je vais pouvoir tracer le plan. Comment trouver A, B, C? C'est grâce aux indices de Muller. Donc si par exemple H égale à 2, OA égale à A sur 2. Donc A va être positionné en 1,5. Il en est de même pour K et pour L. Alors, pour plus de précision et de clarté, je vais prendre un exemple. Par exemple, je veux tracer le plan 3, 2, 2, donc 3, 2, 2 étant les indices de Muller. Qu'est-ce que je fais si l'indice de Muller H, c'est 3, donc OA, c'est A sur 3. Donc voici la position de A.
si K est égal à 2, donc B, OB étant B sur 2. Voici B. Et si L est égal à 2, eh bien OC égale à C sur 2. Et voici C. Le plan 3, 2, 2, le voici. Il vaut mieux, comme pour les rangées, ne pas sortir de votre maille. Vous tracez le plan dans la maille. Mais bien évidemment, il ne s'arrête pas à la maille puisqu'il va s'étendre sur toutes les mailles. Ce plan que nous voulons de tracer, c'est le plan 3, 2, 2, le plus proche de l'origine, puisque il coupe les axes X, Y, Z du réseau, bien sûr en A, B, C. C'est le plan pair, et donc les plans qui lui sont parallèles et équidistants d'une distance qu'on va appeler la distance réticulaire appartiennent à la même famille de plans. Prenons un autre exemple de plan 2, 0, 1. Donc vous l'avez compris, je vais positionner A en 1 demi de OA au petit a. Donc ici, B ici c'est égal à OB égale à quoi? B, petit b sur K, K est égal à 0, c'est-à-dire OB est égal à l'infini. Cela signifie que le plan est parallèle à Y, donc votre B, il va falloir aller le chercher à l'infini. Donc quand vous avez un 0 pour l'un des indices, l'un ou plusieurs, ou deux, plusieurs, non, 3 c'est pas possible, mais un ou deux indices de Miller, ça signifie que les plans sont parallèles à X ou Y ou Z. Et pour C, bien sûr, il va se positionner en 1 OC. Donc voici le plan qui est, comme vous le voyez, donc vous reliez bien sûr les points AC, et pour B, bien sûr, vous l'avez compris, il est parallèle à OY. Donc voici comment on trace les plans réticulaires. Bien sûr, ils feront l'objet d'un exercice de votre TD. Alors, nœuds, rangées, plans, tout ceci nous amène à dire, pour des entités comme les mailles cristallines qui sont régulières, ordonnées, répétitives, tout ceci nous amène à parler de symétrie. Il y a de la symétrie dans les mailles cristallines. Ce qu'on va voir ici, comme pour un petit peu les rangées et les plans, ne concerne que le système cubique, c'est-à-dire que dans le programme, vous devez maîtriser toutes ces notions, principalement pour le système cubique, pas vraiment pour l'hexagonal, sauf si c'est des plans, des rangées très faciles à tracer. Alors, pour la symétrie cristalline, elle ne concerne vraiment que le cubique dans votre programme. Alors la symétrie, ça vous connaissez ce que c'est, vous savez ce que c'est depuis le collège. Nous définissons un point de symétrie ou ce qu'on appelle un centre de symétrie pour, par exemple, une maille cristalline cubique. C'est pas très sorcier, vous le savez, le centre de symétrie se trouve au centre de la maille, mais comment il est défini? C'est un point imaginaire, c'est-à-dire vous pouvez pas avoir de motif au niveau de ce centre, qui relient des lignes, elles aussi bien sûr imaginaires, c'est-à-dire ce ne sont pas forcément des liaisons chimiques, et qui joignent les sommets deux à deux. Par exemple, si je prends ce sommet et ce sommet, donc totalement opposés, voici notre ligne imaginaire. Si je prends un autre sommet, voici une autre ligne imaginaire, donc je peux faire ça pour tous les sommets, eh bien ces lignes se croisent dans un centre de symétrie. Alors, pour le système cubique, nous avons un seul centre de symétrie qui se situe au milieu de la maille. Bon. Les axes de symétrie, c'est-à-dire maintenant ce sont deux nœuds qui vont former une droite. Comment on retrouve un axe de symétrie? Et qu'est-ce que c'est qu'un axe de symétrie? Un axe de symétrie d'ordre n,
Donc c'est une droite qu'on appelle AN, autour de laquelle va tourner votre cristal. Et lorsqu'il tourne de 2π sur n et qu'il retombe sur ses pieds, donc qu'il reste invariant, eh bien cette droite est un axe de symétrie. Alors il est évident que tout ceci peut être mieux visualisé en TP, quand vous tenez en main votre maille et que vous pouvez la faire tourner. Ce n'est pas toujours évident comme ça sur une diapositive en 2 dimensions, mais on va essayer de faire les choses simplement et surtout on va voir comment rapidement retrouver vos axes de symétrie sans trop vous casser la tête à vous imaginer des cubes qui tournent dans l'espace. Alors, les cubes, si on peut le décrire, cette maille, si on peut la décrire, on va dire qu'elle possède 8 sommets, 6 faces et 12 arêtes. Et nos axes de symétrie, en fait, vont être présents à ce niveau-là. Je m'explique. Je peux faire passer une droite d'une face à une autre. Bien. Et je peux faire tourner mon cube par rapport à cette droite. Si je fais tourner mon cube de π sur 2, là vous pouvez me croire sur parole, il va rester invariant. Π sur 2, c'est-à-dire si vous prenez ce sommet et que vous tournez votre cristal jusque-là, là on a tourné de π. Π sur 2, c'est-à-dire on va faire la moitié. Et en fait, au lieu d'avoir cette face devant vous, vous allez avoir l'autre face devant vous, donc il reste invariant. Alors, c'est π sur 2, c'est-à-dire que l'axe, il est d'ordre combien? D'ordre 4, pour avoir un π sur 2. Maintenant, ce n'est pas évident de savoir que cet axe de symétrie qui passe d'une face à l'autre est un axe de symétrie d'ordre 4. Et je vais vous montrer une astuce pour pouvoir retenir tout ceci. Alors cet axe que nous venons de faire passer d'une face à une autre, il y en a combien dans le cube? Puisque j'ai 6 faces, je vais avoir 3 axes. Les voici. Vous avez cet axe et cet axe. Donc j'ai en tout 3 axes d'ordre 4. Donc avec 6 faces, je peux faire 3 axes d'ordre 4. Retenez ce chiffre. 3 fois 4, 12. Et on va essayer toujours de retrouver ce 12 pour les autres axes de symétrie. C'est-à-dire, j'ai fait passer cet axe d'une face à une autre. Et si nous faisions passer maintenant un axe d'un sommet à un autre, alors, on va faire tourner notre cube, c'est toujours pas évident. Si je vous dis qu'en le faisant tourner de 2π sur 3, vous allez retomber sur votre cube, il va rester invariant. Et donc, cet axe, il est d'ordre A3. Maintenant, comment on peut retrouver ça plus facilement sans rien faire tourner? Je viens de vous le dire, donc c'est un axe qui passe d'un sommet à un autre. Combien est-ce que nous avons de sommets? 8. Combien est-ce que nous pouvons tracer d'axes? 4. Les voici, les 4 axes. Donc, nous avons 4 axes. Et si je veux retrouver mon fameux nombre 12, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dire que j'ai 4 axes d'ordre 3. Je récapitule. Vous avez 8 sommets. Vous pouvez tracer 4 axes. Ce sont des axes d'ordre 3. Donc, vous connaissez l'ordre de l'axe sans faire tourner votre cube, forcément. Et puis, on va finir comme ça avec les axes qui passent d'une arête à une autre. Alors, comment est-ce que je peux savoir que c'est un axe d'ordre 2? Parce que j'ai fait tourner mon cube de π. Eh bien, j'ai combien d'arêtes? J'en ai 12. Donc, je peux tracer 6 axes. Les voilà. Là, axe. 12 arêtes. 6 axes. Mon chiffre 12, c'est l'axe d'ordre 2.
Donc vous connaissez l'ordre, vous savez en fait combien il aurait fallu que vous tourniez de fois votre cube autour de ces axes. Bien. Pour la symétrie, on finit par les plans de symétrie. Là, c'est un peu plus facile, c'est-à-dire que si vous avez votre axe de symétrie, alors un plan de symétrie, c'est un plan qui va diviser votre cube en deux. Hein, il va faire un effet miroir, si vous voulez. Alors, si vous avez défini votre axe, eh bien, le plan qui lui est perpendiculaire est un plan de symétrie. Alors, je vous rappelle qu'on a défini 3 axes de symétrie A4, donc nous avons 3 plans perpendiculaires à A4. Je ne les représente pas tous ici, vous les avez dans votre cours. Je passe à l'autre axe de symétrie A3. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend, lorsque l'ordre de symétrie de l'axe de symétrie est impair, il ne possède pas de plan de symétrie. C'est-à-dire que le plan qui est orthogonal à cet axe n'est pas un plan de symétrie. Il ne divise pas votre cube en 2 parts totalement égales. Par contre, le dernier axe d'ordre A2 est pair, est un ordre pair, eh bien le plan qui lui est perpendiculaire ou orthogonal est un plan de symétrie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez 6 axes de symétrie d'ordre 2, donc vous avez 6 plans de symétrie d'ordre 2. Voilà, pour ces histoires de symétrie.